Les murs de béton du refuge pour animaux au Pavane ne pouvaient contenir la tristesse qui émanait de la cage 17. Dans un coin, blotti contre les blocs de béton froid, gisait un berger allemand autrefois majestueux. Ses côtes saillaient sous une fourrure terne. Ses yeux hagards, voilés par des cataractes, fixaient le néant. Les bénévoles l'appelaient fantôme en raison de sa présence fantomatique, de la manière dont il semblait regarder à travers les gens plutôt que vers eux. « Il n'a rien mangé depuis 3 jours, murmura Sarah en éloignant la gamelle intacte. Le directeur Wilson soupira, réunion du conseil demain. S'il ne montre pas d'amélioration, les conséquences pèseront lourd dans l'air stérile. De l'autre côté de la ville, un téléphone sonna dans une maison modeste où des photos délavées racontaient des histoires de temps plus heureux. Une main d'homme ridé trembla lorsqu'il répondit « Jacques, c'est Bombe. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. » Dans la cage 17, le nez du berger allemand se contracta soudainement. Quelque chose d'ancien et de primal s'éveilla dans sa conscience. Un souvenir d'odeur, peut-être. Pour la première fois en 2 ans, il leva la tête. Jacques Reynolds ne s'était jamais considéré comme un amoureux des chiens jusqu'à ce que Shadow entre dans sa vie. Le berger allemand avait été un dernier cadeau de sa femme, Margaret, 6 mois seulement avant que le cancer ne l'emporte. « Tu auras besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi quand je ne serai plus là », avait-elle dit avec cette sagesse pratique qui avait défini leurs 30 ans de mariage. Jacques avait protesté. Il avait 58 ans, pas un vieillard. Mais Margaret savait mieux. L'isolement du deuil exigeait quelque chose pour le combattre, quelque chose de vivant qui demande de l'attention et donne en retour un amour inconditionnel. Après la mort de Margaret, Jacques tomba dans une dépression qui semblait sans fond. Il prit sa retraite de l'enseignement du français au lycée sans la grande fête que ses collègues avaient prévue, incapable de faire face à leur sympathie. Sa maison modeste en briques dans la banlieue du Michigan devint sa prison auto-imposée, avec seulement le jardin de Margaret à entretenir et son chien à soigner. Shadow, âgé de seulement 2 ans à la mort de Margaret, devint la bouée de sauvetage hésitante de Jacques. Le chien lui donnait des coups de museau lorsque Jacques restait assis trop longtemps à fixer le vide. Il posait sa grosse tête sur les genoux de Jacques lorsque, le soir, les souvenirs devenaient trop vifs. Et progressivement, presque imperceptiblement, Shadow ramena Jacques au monde des vivants. Ils établirent une routine, se promenant 2 fois par jour dans le quartier. Les yeux intelligents et le port digne de Shadow firent de lui un favori parmi les habitants. Madame Peterson avait des friandises prêtes et les enfants du coin interrompaient leur jeu pour le caresser. Le comportement amical de Shadow cachait sa nature protectrice. Il dormait au pied du lit de Jacques, attentif à chaque bruit de la nuit. Ce que personne dans le voisinage ne comprenait, c'était la profondeur du lien entre l'homme et son chien. Shadow n'était pas qu'un animal de compagnie. Il était le lien de Jacques avec Margaret, avec la vie qu'il avait eue auparavant et le réceptacle dans lequel Jacques versait tout l'amour qu'il lui restait à donner. Le seul problème était la curiosité de Shadow. Le berger allemand avait un penchant indépendant qui le conduisait parfois à passer à travers la barrière arrière pour explorer le quartier. Il revenait toujours, généralement en quelques heures, mais ces promenades donnaient à Jacques une anxiété proche de la panique, la peur de perdre la dernière chose vivante qu'il aimait vraiment. Il revient toujours, se rassurait Jacques ces jours-là. Shadow retrouve toujours son chemin vers la maison. Jusqu'au jour où il ne le fit pas. Les hivers du Michigan étaient toujours rudes, mais janvier 2023 apporta une vague de froid particulièrement vicieuse. Les écoles fermèrent, les routes devinrent dangereuses et la plupart des gens restèrent à l'intérieur, blottis contre le vent glacial. Jacques garda Shadow près de lui, limitant leur promenade aux besoins essentiels. Le berger allemand, normalement si digne, dansait dans la neige comme un chiot, son pelage noir et feu se détachant sur le paysage blanc. Ce mardi fatidique, Jacques avait un rendez-vous à l'hôpital des anciens combattants. Rien de grave, juste un contrôle de routine. Mais il ne pouvait pas reporter à nouveau. Shadow semblait agité ce matin-là, marchant près de la porte arrière. « Quelques heures seulement, mon pote », promit Jacques en assurant le verrou de la barrière avec un soin particulier. « Je t'emmènerai faire une vraie promenade à mon retour. » Il ne remarqua pas la légère ouverture où l'hiver avait déformé le panneau de clôture en bois. Shadow regarda par la fenêtre tandis que la vieille camionnette Ford de Jacques s'éloignait, les essuie-glaces luttant contre la neige qui tombait. Pendant 1 heure, le chien attendit patiemment, enroulé sur son lit près de l'aération chauffante. Mais ensuite, un écureuil apparut sur la clôture arrière, bavardant et agitant sa queue dans ce qui sembla à Shadow une provocation claire. L'ouverture dans la clôture n'était pas grande, mais elle était suffisante. Shadow se faufila,
ignorant le bois rugueux qui accrochait sa fourrure. L'écureuil fila dans la ruelle et Shadow le suivit, ses pattes soulevant des panaches de neige poudreuse. Contrairement à ses excursions habituelles, qui le gardaient dans les limites familières de la rue Maple, l'écureuil conduisit Shadow sur un territoire inconnu, au-delà de la cour des Peterson, au-delà de l'atelier du vieux monsieur Guinderson, de l'autre côté de la ruelle mais dans des quartiers que Shadow n'avait jamais explorés. Son sens aigu de l'orientation était confondu par l'uniformité du paysage recouvert de neige, chaque tournant ressemblant au précédent. Lorsque l'écureuil disparut enfin dans un grand chêne, Shadow s'arrêta soudainement, conscient de son environnement. Le sentiment familier du foyer avait disparu, masqué par le tableau blanc de la neige fraîche. Les panneaux de signalisation ne voulaient rien dire pour lui. Il se retourna, essayant de retracer ses pas, mais la neige qui tombait avait déjà commencé à effacer ses traces. L'instinct de Shadow lui dit de trouver un terrain élevé, de s'orienter par des points de repère. Il trottina sur une petite colline à la recherche de quelque chose de familier, le château d'eau qui se trouvait près du quartier de Jacques, peut-être, ou le clocher de Sainte-Marie qui marquait le centre-ville. Mais la neige tombait plus fort maintenant, oblitérant la visibilité au-delà de quelques centaines de mètres. Pendant des heures, Shadow erra, chaque tentative de retrouver un territoire familier le conduisant plus loin. La température baissa tandis que l'après-midi se fondait dans la soirée. Ses pattes devenaient douloureusement froides, de la glace se formant entre ses coussinets. La faim le rongeait et la soif le poussa à manger des bouffées de neige, ce qui ne fit que refroidir davantage sa température corporelle. Les rues se calmèrent tandis que les gens se retiraient à l'intérieur face à la tempête qui s'aggravait. Shadow s'approcha de plusieurs maisons, espérant trouver des humains amicaux qui pourraient l'aider. Dans l'une, une femme ouvrit la porte d'un coup, vit le grand berger allemand et la referma rapidement. Dans une autre, des enfants regardèrent par la fenêtre mais furent appelés par des parents méfiants envers un chien inconnu. La nuit tomba, et avec elle vint le froid dangereux. Shadow chercha refuge sous une voiture garée, se blottissant étroitement pour conserver la chaleur. Il dormit par à-coups, se réveillant au son des chasse-neige au loin. Le matin, la tempête était passée, laissant derrière elle un monde cristallin de blanc. Shadow émergea de son abri improvisé, raide et désespérément affamé. Il repartit, suivant son nez vers ce qu'il espérait être sa maison. C'est sur Cherry Road, à près de 4 miles de la maison de Jacques, que le désastre frappa. Shadow, affaibli par la faim et le froid, traversait la rue lorsqu'une voiture arriva au coin. Le conducteur, luttant contre le verglas et la mauvaise visibilité, ne put s'arrêter à temps. Il y eut un bruit sourd écœurant, un cri de douleur, et Shadow fut projeté sur le bord de la route. La conductrice, une femme d'âge moyen nommée Patricia Fletcher, fut horrifiée. Elle se gara immédiatement et s'approcha du chien blessé avec précaution. Shadow gisait sur le côté, respirant fortement, une entaille sur son flanc saignant sur la neige immaculée. Lorsque Patricia tendit la main vers lui, il ne grogna pas mais gémit doucement, trop blessé et épuisé pour avoir peur. « Oh Dieu, répéta Patricia en soulevant prudemment le grand chien dans son VUS. « Ça va aller, mon garçon, on va t'aider. » La clinique vétérinaire la plus proche était fermée en raison des conséquences de la tempête, mais Patricia se souvint du refuge pour animaux en bordure de la ville. Elle y avait fait un don de nourriture pour chat le mois dernier. Il saurait sûrement quoi faire. Pendant ce temps, Jacques était rentré à la maison l'après-midi précédent pour trouver Shadow disparu. L'ouverture dans la clôture raconta l'histoire clairement. Au début, il ne s'inquiéta pas, Shadow s'était déjà promené et était toujours revenu. Jacques prépara du chocolat chaud et attendit près de la fenêtre en regardant la neige s'accumuler avec une inquiétude croissante. Le soir, avec une tempête qui s'intensifiait et aucun signe de Shadow, la panique s'installa. Jacques s'emmitoufla et se faufila dans le quartier en appelant Shadow jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Les voisins se sont joints à la recherche, mais les conditions de blizzard ont rendu presque impossible de voir, et encore moins de suivre, un chien. Il est intelligent, il trouvera un abri, assura Madame Peterson à Jacques alors qu'il secouait la neige de leurs bottes sur son porche. Réessayez demain matin lorsque la tempête sera passée. Mais le matin n'apporta aucun soulagement. Jacques étendit ses recherches, conduisant lentement dans les quartiers adjacents, s'arrêtant pour demander à quiconque s'il avait vu un berger allemand. Il afficha des affiches improvisées, bien que le papier devint rapidement détrempé dans la neige fondante. Il appela le poste de police local, le bureau de contrôle des animaux et enfin, avec un nœud à l'estomac, les refuges pour animaux. Aucun berger allemand n'a été amené hier soir, lui dit chacun. Mais nous vous appellerons si l'un d'eux arrive.
Jacques ne dormit pas cette nuit-là ni la suivante. Il laissa la barrière arrière ouverte, de la nourriture et de l'eau sur le porche et la lumière extérieure allumée, mais Shadow n'apparut pas. Au refuge pour animaux au Pavane, Patricia Fletcher remit le chien blessé à un membre du personnel inquiet. Le refuge n'était pas techniquement un établissement vétérinaire, mais leur vétérinaire de garde, le docteur Reyes, examina Shadow tandis qu'un bénévole le tenait fermement. « Pas de collier », nota le docteur. « Cherchons une micropuce. » Le scanner passa sur le corps de Shadow, ne révélant rien. Aucune identification, aucun moyen de contacter son propriétaire. « Il est dans un état difficile », dit le docteur Reyes à Sarah Miller, la bénévole la plus dévouée du refuge. « La blessure de la voiture n'est pas trop grave. Quelques points de suture régleront ça. Mais il est déshydraté, malnutri et présente des signes d'hypothermie, et je suis préoccupé par ses yeux. Il pourrait y avoir des dommages cornéens dus à l'exposition. » « Va-t-il s'en sortir ?» demanda Sarah en caressant doucement la tête du chien sous sédation. « Avec des soins appropriés, oui, mais il aura besoin de temps pour récupérer. » Alors que le docteur Reyes suturait la blessure sur le flanc de Shadow, Sarah remplissait un formulaire d'admission. Sans nom à utiliser, elle nota simplement « berger allemand mâle, environ 7 ans, aucune identification, trouvé blessé sur Cherry Road ». Dans les jours suivants, il publierait sa photo sur leur site web et sur les médias sociaux, mais pour l'instant, il n'était qu'un autre animal errant, une autre âme perdue ayant besoin de soins. Il ne pouvait pas savoir que l'animal effrayé et blessé dont il s'occupait était le compagnon bien-aimé d'un homme dont le monde s'effondrait à 5 miles de là. Les jours qui suivirent la disparition de Shadow se brouillèrent pour Jack Reynolds. Chaque matin, il se réveillait avec un espoir momentané que tout cela avait été un mauvais rêve, tendant instinctivement vers la présence chaleureuse qui aurait dû se trouver au pied de son lit. Chaque fois, le vide glacial le réveillait complètement et la dure routine recommençait. « Je dois étendre la zone de recherche », dit Jack à son voisin Tom Wilson, un postier à la retraite qui s'était porté volontaire pour aider. Il aurait pu aller beaucoup plus loin que ce que nous pensions initialement. Tom hocha la tête solennellement, acceptant la pile de flyers que Jack avait passé la nuit à imprimer. L'image montrait Shadow assis fièrement dans le jardin de Jack, les oreilles dressées, les yeux vifs et intelligents. Berger allemand disparu. Réponse à Shadow. Animal de compagnie bien-aimé. Récompense offerte. Jack avait épuisé la cartouche d'encre de son imprimante et avait retiré $300 de ses économies pour offrir une récompense. « Nous allons le retrouver, Jack », dit Tom avec plus de confiance qu'il ne le ressentait. La vérité était qu'un chien disparu depuis plus d'une semaine dans des conditions aussi difficiles avait des chances de survie de plus en plus faibles. La voix de Jack se brisa lorsqu'il répondit « Il est tout ce qu'il me reste de Margaret ». La recherche absorba complètement Jack. Il prit un congé de son travail à temps partiel à la bibliothèque, vida son compte d'épargne pour des annonces dans les journaux et parcourut d'innombrables kilomètres dans des quartiers familiers et étranges. Il visita tous les refuges dans un rayon de 30 miles, fouillant dans les cages de chiens qui aboyaient, son cœur bondissant puis s'effondrant chaque fois qu'il rencontrait un berger allemand qui n'était pas Shadow. « Tu dois te préparer », dit doucement sa fille Jennifer au téléphone depuis sa maison en Californie. « Cela fait 2 semaines, papa, et avec ce temps, il n'est pas vivant. » Jack répondit avec de l'acier dans la voix, « Je le saurais s'il ne l'était pas », mais tandis que janvier laissait place à février, puis à mars, même la certitude de Jack commença à vaciller. Les flyers sur les poteaux téléphoniques devinrent détrempés et illisibles. Les appels de voisins bien intentionnés avec des observations potentielles diminuèrent et cessèrent. La partie manquante de la clôture avait été réparée, bien que Jack laissait souvent la barrière entrouverte au cas où. La nuit, Jack se retrouvait à parler à Margaret, chose qu'il n'avait pas faite depuis les premiers mois difficiles après sa mort. « Je l'ai perdu, Maggie », murmura-t-il dans l'obscurité. « J'ai échoué pour vous deux. » Pendant ce temps, au refuge pour animaux au Pavane, le berger allemand connu uniquement sous le nom de berger allemand mâle, Cherry Road, récupérait physiquement mais se retirait mentalement. La blessure sur son flanc avait cicatrisé en une cicatrice rose surélevée et son corps avait retrouvé une partie de sa force passée, mais l'étincelle dans ses yeux avait diminué. Sarah Miller remarqua le changement. De tous les bénévoles de Haut-Pavane, elle passa le plus de temps avec les résidents du refuge, restant souvent bien après la fin de son quart de travail officiel. Ancienne technicienne vétérinaire aux cheveux auburn qui s'échappait perpétuellement de sa queue de cheval, Sarah avait une affinité particulière pour les cas difficiles, ceux que les autres bénévoles trouvaient trop difficiles ou déchirants. « Il n'est pas agressif », expliqua-t-elle à la directrice Eleanor Wilson lors de leur réunion d'évaluation hebdomadaire.
juste éteint, comme s'il s'était complètement fermé. Elanar, une femme pragmatique qui dirigeait le refuge chroniquement sous-financé depuis 15 ans, soupira, nous devons penser concrètement, Sarah. S'il ne commence pas à montrer des signes de socialisation, nous ne pouvons pas le considérer pour l'adoption, pas avec sa taille et sa force. Les conséquences restèrent non dites entre elles. Hope Haven n'était pas un refuge sans euthanasie. Il ne pouvait pas se le permettre. Les chiens difficiles, en particulier les grandes races qui présentaient des signes de dépression ou de comportement replié, étaient souvent euthanasiés s'ils ne pouvaient être réhabilités ou placés. « Donnez-moi du temps avec lui », supplia Sarah. « Il y a quelque chose de spécial chez celui-ci, je le sens. » Elanar hésita puis acquiesça, 2 semaines, mais j'ai besoin de voir une amélioration ou nous devrons prendre une décision difficile. Ce soir-là, Sarah s'assit devant la cage du berger allemand, le dos contre la porte grillagée. Au lieu d'essayer de l'engager directement, elle lut simplement à haute voix dans un livre de poche aux pages cornées, L'appel de la forêt, de façon assez appropriée. Sa voix calme emplit la pièce autrement silencieuse. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, dit-elle pendant une pause entre les chapitres, ni à qui tu appartenais, mais je pense que quelqu'un t'a beaucoup aimé. » Le chien ne répondit pas, ne leva même pas les yeux de son coin. Jour après jour, Sarah revint. Parfois, elle lisait, parfois elle s'asseyait simplement en silence. Occasionnellement, elle apportait une brosse et parlait doucement en le toilettant, faisant attention d'éviter sa blessure encore sensible. Le vétérinaire du refuge avait confirmé que la vue du chien se détériorait, probablement à cause d'une maladie non traitée aggravée par son séjour dans les éléments. Il pourrait être complètement aveugle d'ici 1 an, expliqua le docteur Reyes. Il existe des traitements qui pourraient ralentir la progression, mais ils sont coûteux. Sarah acquiesça, ajoutant cela à la liste croissante des défis du berger allemand. Pourtant, quelque chose dans sa dignité silencieuse la toucha profondément. Il y avait une intelligence dans son port, un sentiment qu'il n'était pas qu'un animal errant, mais un compagnon qui avait compté pour quelqu'un. Le 10e jour de sa veille, Sarah arriva pour trouver le chien debout devant sa cage plutôt que blotti dans son coin habituel. Alors qu'elle s'approchait, sa queue fit un seul mouvement hésitant. « Eh bien, bonjour, dit-elle, faisant attention de garder sa voix stable malgré son excitation. « C'est la première fois que tu me salues. » Elle ouvrit lentement la porte de la cage et s'assit sur le sol en béton. Pendant plusieurs minutes, ils se regardèrent simplement. Puis, avec des mouvements délibérés, le berger allemand s'approcha et renifla sa main tendue. Il ne la lécha pas ni ne la caressa, mais il ne recula pas non plus. « Progrès », murmura Sarah. À partir de ce jour, le chien qu'ils avaient commencé à appeler Fantôme en raison de sa présence fantomatique commença à sortir de sa coquille, mais seulement avec Sarah. Avec les autres membres du personnel et les bénévoles, il restait distant, ni hostile ni accueillant. Pendant les heures d'adoption, lorsque les futurs propriétaires d'animaux traversaient l'établissement, Fantôme se retirait dans son coin, ne montrant aucune de l'empressement qui pourrait attirer une famille. « C'est comme s'il attendait quelqu'un », dit Sarah au docteur Reyes lors de l'une des visites du vétérinaire. « Comme s'il savait que sa personne est là-bas. » Le vétérinaire sourit tristement. « Où il a abandonné les gens, sauf toi. » Sarah refusa de le croire. En avril, apportant une chaleur hésitante au printemps du Michigan, elle commença à emmener Fantôme se promener dans la cour clôturée du refuge. Sa démarche était raide au début, ses mouvements incertains alors que sa vision continuait de se détériorer, mais son nez fonctionnait parfaitement et il semblait trouver de la joie dans le sens frais de la terre qui dégèle. Lors d'une de ses promenades, Sarah remarqua un homme affichant des flyers sur le poteau téléphonique en face du refuge. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela où les avis de perte d'animaux étaient courants, mais quelque chose dans le comportement de l'homme attira son attention. Il bougeait avec la précision mécanique de quelqu'un accomplissant une tâche par devoir plutôt que par espoir. Ses épaules étaient voûtées, sa veste pendait lâchement sur une ossature qui avait clairement perdu du poids. « Excusez-moi », appela-t-elle, laissant Fantôme momentanément pour traverser la rue. « Cherchez-vous un animal ?» L'homme se retourna et Sarah fut frappée par le regard vide dans ses yeux. « Mon chien, dit-il, sa voix rauque par la non-utilisation. Il a disparu depuis janvier. » Le cœur de Sarah s'accéléra. « Quel genre de chien ?»« Un berger allemand. Il s'appelle Shadow. » Derrière elle, dans la cour du refuge, Fantôme leva la tête, les oreilles soudainement alertes. « Je travaille au refuge, dit prudemment Sarah, ne voulant pas donner de faux espoirs. Nous avons un berger allemand depuis janvier. Il a été heurté par une voiture sur Cherry Road. » L'homme,
Jack Reynolds, selon les coordonnées sur le flyer, sembla vieillir de 10 ans et rajeunir en même temps. Est-il encore? Il est vivant, assura rapidement Sarah. Il a été blessé et il a quelques problèmes de santé persistants, mais il est vivant. Pendant un moment, Jack sembla incapable de parler. Puis il demanda simplement, « Puis-je le voir ?» Sarah le conduisit de l'autre côté de la rue, expliquant en marchant l'état de fantôme, la blessure, la cécité croissante et surtout son comportement replié. « Il ne réagit pas bien aux étrangers, » avertissa-t-elle. « Il tolère à peine la plupart de notre personnel. Je ne veux pas que vous soyez déçus. » Jack n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur la cour clôturée où Fantôme se tenait immobile, son nez au travail, l'air de Shadow. « Shadow » appela Jack, sa voix se brisant. Le berger allemand se tourna vers le son, mais il n'y avait aucune étincelle de reconnaissance dans ses yeux voilés. Aucun aboiement joyeux, aucune queue qui remue, juste une immobilité fatiguée tandis que Jack s'approchait de la clôture. « C'est moi, mon garçon » dit Jack en pressant ses doigts à travers les mailles. « C'est Jack. » Fantôme recula, se retirant vers le bâtiment du refuge. Sarah vit le visage de Jack se crisper de déception. « Je suis désolé, dit-elle. Il a beaucoup souffert. Peut-être avec le temps. »« C'est mon chien, » insista Jack, bien que le doute se soit insinué dans sa voix. Shadow, la cicatrice sur son oreille gauche où il l'a eu en chiot et la tache blanche sur sa poitrine. Sarah acquiesça. Les marques correspondaient. « Voulez-vous entrer ? Peut-être dans un endroit plus calme. » Jack la suivit à travers les portes du refuge, ses mouvements mécaniques une fois de plus. Sous la lumière fluorescente crue de la salle principale du refuge, il avait l'air plus âgé, les lignes de son visage plus profondes. Sarah le conduisit dans une petite pièce utilisée pour les présentations entre les animaux et les futurs adoptants. « Je vais le faire entrer, » dit-elle. « Soyez juste patient, asseyez-vous tranquillement et laissez-le venir à vous s'il le veut. » Lorsque Sarah revint, Fantôme en laisse, le chien entra prudemment dans la pièce. Jack s'assit sur un banc contre le mur, les mains tremblant légèrement. Fantôme examina la pièce, puis s'installa par terre près de la porte, aussi loin de Jack que possible. « Shadow, » dit doucement Jack. « Tu ne te souviens pas de moi, mon garçon ?» Les oreilles du berger allemand se contractèrent, mais il ne fit aucun mouvement vers Jack. « Peut-être essayer de lui faire sentir votre main, » suggéra Sarah. Sa vue n'est pas bonne, mais son odorat est intact. Jack se leva lentement du banc pour s'asseoir par terre, tendant la main, paume vers le haut, comme il s'approcherait de n'importe quel chien inconnu. « Ça va, Shadow, c'est juste moi. On rentre à la maison. » Fantôme le regarda avec lassitude mais ne recula pas lentement, avec une réticence évidente, il tendit le cou pour renifler les doigts tendus de Jack. Au moment où le nez de Shadow toucha le bout des doigts de Jack, quelque chose changea dans l'atmosphère de la petite salle d'introduction. Pas de reconnaissance, pas encore, mais un éclair d'intérêt, là où il n'y avait eu que résignation. Le berger allemand inspira profondément, inhalant le bouquet complexe d'odeurs qui composait cet étranger, pull en laine, huile de moteur, la plus faible trace d'eau de Cologne et, en dessous de tout cela, quelque chose de troublantement familier. Jack resta parfaitement immobile, l'espoir et le chagrin se faisant la guerre sur son visage ridé. « Voilà, mon garçon, » murmura-t-il. « Prends ton temps. » Sarah Miller regarda depuis sa position près de la porte, osant à peine respirer. En 3 ans de bénévolat à Opaven, elle avait assisté à des dizaines de retrouvailles entre animaux perdus et leurs propriétaires. Habituellement, elles étaient immédiates et joyeuses, les chiens explosaient en remous extatiques, les chats ronronnaient bruyamment malgré leur dignité habituelle. Cette interaction silencieuse et hésitante était différente, plus fragile au Fantôme ou Shadow, si cet homme devait être cru au renifla à nouveau, puis recula, retournant à sa place près de la porte. « Il ne se souvient pas de moi, » dit Jack, sa voix creuse. « Ce n'est pas si simple, » répondit doucement Sarah. « Il a subi un traumatisme et sa vue, c'est pire que ce que nous pensions initialement. Le docteur Reyes pense qu'il pourrait avoir une maladie dégénérative qui a été accélérée par son séjour dehors. » Jack hocha la tête hébétement. « Puis-je, serait-il possible que je revienne demain et le lendemain, aussi longtemps que nécessaire ?» Avant que Sarah ne puisse répondre, la directrice Wilson apparut dans l'embrasure de la porte. Son expression, une neutralité prudente que Sarah reconnut comme son masque professionnel. « Monsieur Reynolds, pourrais-je vous parler dans mon bureau ?» demanda Eleanor. Sarah ressentit une pointe d'inquiétude. «
Je resterai avec Fantôme, avec Shadow, assura-t-elle à Jacques, qui se leva raidement du sol. Lorsqu'ils furent partis, Sarah s'assit en tailleur à côté du berger allemand. « Cela pourrait être votre personne, lui dit-elle doucement. Ne serait-ce pas quelque chose ?» Dans le bureau spartiate d'Eleanor Wilson, Jacques s'installa sur une chaise qui avait accueilli d'innombrables conversations difficiles. Eleanor croisa les mains sur son bureau, choisissant soigneusement ses mots. « Monsieur Reynolds, je comprends que vous croyez que c'est votre chien et la description physique correspond, mais je dois soulever quelques préoccupations. » L'épine dorsale de Jacques se raidit. « Quelle préoccupation ? Le chien, que vous connaissiez sous le nom de Shadow, est arrivé chez nous en janvier, comme Sarah l'a mentionné. Il était blessé, sans identification, pas de collier, pas de micropuce. » Le ton d'Eleanor resta professionnel, mais son implication était claire. « Shadow avait un collier, protesta Jacques, avec des médailles. Et j'avais l'intention de lui faire poser une micropuce. Ma femme venait de mourir et je... » L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement. « Je comprends, vraiment, mais de notre point de vue, un animal de compagnie sans identification qui a été laissé errer librement soulève des questions sur la responsabilité de la propriété. » Le visage de Jacques rougit. « J'ai Shadow depuis qu'il est chiot. Il n'a jamais été négligé, jamais. Le verrou de la barrière a été endommagé lors de la tempête et je ne l'ai pas remarqué. C'était un accident. »« Je vous crois, dit Eleanor, bien que son ton suggère des réserves. Cependant, il y a une autre question. Nous avons reçu une demande d'adoption pour Fantôme, c'est comme ça que nous l'appelons, de la part d'une famille qui lui a rendu visite plusieurs fois au cours des dernières semaines. Mais c'est mon chien, dit Jacques, la confusion laissant place à l'alarme. Sans preuve de propriété, la situation devient compliquée. Eleanor ôta ses lunettes, se frottant le pont du nez. Il y a aussi la question de ses besoins médicaux. L'affection oculaire nécessitera des soins vétérinaires spécialisés, peut-être une intervention chirurgicale. Les coûts sont importants. La mâchoire de Jacques se serra obstinément. Je trouverai un moyen. S'il s'agit d'argent, il s'agit de ce qui est le mieux pour le chien. Eleanor interrompit fermement, notre responsabilité est de nous assurer qu'il aille dans un foyer équipé pour répondre à ses besoins, émotionnels, physiques et, oui, financiers. Lorsque Jacques quitta le bureau d'Eleanor, son visage était blême. Sarah, qui attendait avec Ghost dans le couloir, sentit immédiatement le changement. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle. « Quelqu'un d'autre veut l'adopter » répondit Jacques d'une voix apathique. « Et la directrice pense que je n'ai pas été un bon propriétaire. » L'expression de Sarah s'assombrit. Les Peterson, ils passent depuis des semaines. Leur fille, Lily, a des besoins spécifiques et elle a créé un lien avec Ghost lors d'une de nos séances de thérapie. « Quel genre de lien » demanda Jacques, regardant le berger allemand qui restait impassible aux côtés de Sarah. C'était étrange, en fait, Ghost n'approche généralement pas les visiteurs, mais lorsque Lily a eu une crise lors de leur visite, il est allé directement vers elle, s'est blotti contre elle jusqu'à ce que cela passe. Les Peterson pensent qu'il ferait un excellent chien d'assistance pour elle, avec un entraînement approprié. Jacques sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment pouvait-il rivaliser avec ça? Une petite fille qui avait besoin d'un chien d'assistance contre un vieil homme vivant seul? Je veux juste récupérer mon chien, dit-il, sa voix à peine audible. Sarah posa une main douce sur son bras. Revenez demain et après-demain. Voyons si Ghost vous reconnaît avec plus d'exposition. S'il le fait, cela renforcera votre argument. Durant la semaine suivante, Jacques devint un habitué de la maison de l'espoir. Il arrivait à l'ouverture du refuge et restait jusqu'à la fermeture, assis tranquillement dans le chenil de Ghost ou accompagnant Sarah lors de leur promenade dans la cour. La réaction du berger allemand envers lui restait neutre, ni craintive ni agressive, mais pas affectueuse non plus. « Parlez-lui de votre vie ensemble », suggéra Sarah le 4e jour. Les souvenirs pourraient déclencher une reconnaissance, surtout vu que sa vue le lâche. Et ainsi, Jacques commença à raconter leur histoire commune, sa voix basse et régulière, tandis qu'ils étaient assis sous le soleil printanier. « Marguerite t'a ramené à la maison avec ce ridicule nœud rouge, dit-il à Ghost, qui était allongé à quelques mètres de là, alerte mais réservé. Je lui ai dit que tu l'abîmerais en quelques minutes, étant un vrai berger allemand. Mais tu as gardé ce truc pendant 3 jours d'affilée. Tu ne voulais laisser personne te le retirer. Elle a dit que cela prouvait que tu étais un gentleman. » Les oreilles du chien se contractèrent au rythme de la voix de Jacques,
mais il ne fit aucun geste pour s'approcher. Tu te souviens de la fois où tu es entré dans le jardin de Madame Peterson, où tu as déterré tous les bulbes de tulipes? J'ai dû lui en acheter de nouveaux et tu as eu le culot d'avoir l'air fier de toi. Jour après jour, les conversations à sens unique continuèrent. Sarah s'asseyait souvent avec eux, soi-disant pour superviser, mais de plus en plus parce qu'elle se retrouvait impliquée dans leur histoire. À travers les souvenirs de Jacques, une image de Ghost émergea, un chien digne, intelligent, espièglé d'une loyauté inébranlable. Le 6e jour, quelque chose de remarquable se produisit. Jacques décrivait un voyage de camping qu'ils avaient fait l'été précédent, avec le dégoût apparent de Ghost pour les conditions du camping, lorsque le berger allemand se leva lentement et s'approcha, s'installant à portée de bras. Il n'entra pas en contact, mais la diminution délibérée de la distance sembla monumentale. « Avez-vous vu ça ?» chuchota Jacques à Sarah lorsque Ghost s'était assoupi. « Oui, sourit-elle. C'est un progrès. Pourquoi ne me reconnaît-il pas complètement ?» La douleur dans la voix de Jacques était palpable. Nous étions tout l'un pour l'autre. Sarah choisit ses mots avec soin. Je pense qu'il pourrait se protéger. S'il t'a perdu une fois, te reconnaître signifie risquer de ressentir à nouveau cette douleur. Alors qu'ils quittaient les lieux ce soir-là, ils rencontrèrent une famille dans le hall du refuge, un homme et une femme dans la trentaine avec une fille d'une dizaine d'années en fauteuil roulant. Le visage de l'enfant s'illumina lorsqu'elle aperçut Ghost. « Le voilà, maman » s'exclama Lily Peterson. « On peut le voir avant de partir ?» Sarah fit des présentations rapides, la tension était palpable. James Peterson tendit la main à Jacques, son étreinte ferme. Eleanor mentionna, « Vous êtes peut-être l'ancien propriétaire de Ghost » dit-il, son ton amical mais prudent. Ça doit être un soulagement de le retrouver après si longtemps. Ghost, corrigea automatiquement Jacques. Son nom est Ghost. Un silence gêné suivit, interrompu par la question innocente de Lily, « S'il est votre chien, pourquoi ne l'avez-vous pas retrouvé plus tôt ?» Jacques sursauta comme s'il avait reçu un coup. Avant qu'il ne puisse répondre, la mère de Lily, Karen, posa une main douce sur l'épaule de sa fille. « Parfois, les choses sont compliquées, ma chérie, dit-elle, lançant un regard d'excuse à Jacques. L'interaction laissa Jacques secouer. Il comprit le dilemme du refuge. Voici une jeune famille, financièrement stable, avec un enfant, qui pourrait réellement bénéficier d'un chien comme Ghost. Comment sa revendication, émotionnelle mais juridiquement précaire, pouvait-elle rivaliser avec cela? La réponse arriva le lendemain sous la forme de Robert Davis, le voisin de Jacques, qui habite 3 maisons plus loin. Sarah était à la réception lorsqu'un homme bien habillé d'une 50aine d'années entra, se renseignant sur l'affaire du berger allemand. « J'ai entendu dire que Jack Reynolds a retrouvé son chien ici, » dit Davis, son attitude brusque. « J'ai besoin de parler à la personne responsable. » Sarah le dirigea vers le bureau d'Eleanor avec un sentiment de pressentiment. 20 minutes plus tard, elle fut appelée pour les rejoindre, trouvant Jacques déjà assis là, son expression terrible. « Dites-lui ce que vous venez de me dire, » ordonna Eleanor, son propre visage grave. Robert Davis se racla la gorge. « Comme je l'expliquais, c'est moi qui ai pris Ghost dans la cour de Jacques en janvier. » Sarah regarda avec incrédulité. « Vous êtes celui qui l'a amené à Cherry Road ?»« Non, non, » Davis secoua la tête. « Je l'ai pris dans la cour de Jacques pendant la tempête de neige, mais je ne l'ai pas amené au refuge. Je l'ai donné à ma sœur à l'ensigne. C'est elle qui l'a perdu. » Les mains de Jacques serrèrent si fort les accoudoirs de sa chaise que ses jointures devinrent blanches. « Vous avez volé mon chien, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « J'essayais de l'aider, » insista Davis. « J'avais vu Ghost dehors dans la cour pendant des heures dans ce blizzard. Aucun abri, aucune eau qui ne soit pas gelée. Je pensais que Jacques l'avait abandonné. J'étais parti pendant 3 heures. » Jacques explosa. Le rendez-vous a duré longtemps à cause du temps. Je n'abandonnerai jamais Ghost dehors dans ces conditions intentionnellement. Davis eut la grâce d'avoir l'air honteux. Je le réalise maintenant, mais à l'époque, regardez, j'avais des inquiétudes depuis un moment. Depuis la mort de Marguerite, vous n'êtes plus vous-même. La maison tombe en ruine. J'ai vu Ghost errer dans le quartier sans surveillance à plusieurs reprises. Je pensais faire la bonne chose en volant mon chien plutôt que de frapper à ma porte. Jacques vibrait pratiquement de rage. Avez-vous une idée de ce que ces mois ont été? Ce que vous nous avez fait subir? Monsieur Davis, intervint Eleanor.
même si vos intentions étaient bonnes, ce que vous avez fait est illégal et les conséquences ont été graves pour Ghost, pour Monsieur Reynolds et maintenant pour une famille qui s'est attachée à un chien qu'elle pensait être légitimement proposé à l'adoption. Je sais, dit Davis misérablement. Quand j'ai vu les prospectus avec la photo de Ghost, j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Ma sœur a essayé de le retrouver lorsqu'il s'est enfui, mais avec la tempête. Il sortit son portefeuille en extrayant une carte de visite. Voici les coordonnées de mon avocat. J'assumerai l'entière responsabilité, y compris tous les frais médicaux pour le problème oculaire de Ghost. Après le départ de Davis, le bureau resta silencieux pendant plusieurs longs moments. Enfin, Eleanor prit la parole. Cela change les choses légalement, admit-elle. Avec le témoignage de Monsieur Davis, votre demande de propriété est considérablement renforcée. Jack hocha la tête, toujours trop en colère pour parler. Il y a toujours la question des besoins médicaux de Ghost, continua Eleanor. Et son état actuel? Ce n'est plus le même chien que vous avez perdu en janvier. Je ne suis plus le même homme que j'étais en janvier non plus, répondit Jack. Mais nous nous appartenons. Nous trouverons une solution. Ce soir-là, Sarah resta encore au refuge. Les révélations de la journée avaient fait tourner son esprit. Elle se retrouva devant le chenil de Ghost, le berger allemand la regardant avec ses yeux de plus en plus troubles. « Votre personne ne vous a pas abandonné, lui dit-elle doucement. Et il n'a jamais cessé de chercher. » Ghost inclina la tête, comme s'il réfléchissait à ses paroles. « Mais il y a une petite fille qui a besoin de vous aussi, » continua Sarah, exprimant le dilemme qui s'était développé. « Et vos yeux? Jack aura besoin d'aide pour prendre soin de vous. » L'image du visage de Jack lorsqu'il vit Ghost pour la première fois, ce mélange d'espoir et de chagrin, la hantait. De même que le bonheur de Lily Peterson lorsqu'elle aperçut le chien qu'elle considérait déjà comme sien. Sarah réfléchissait encore à cela lorsque le docteur Reyes arriva pour sa visite hebdomadaire. Le vétérinaire examina Ghost attentivement, accordant une attention particulière à ses yeux. « L'état progresse, confirma-t-il. Sans traitement, il sera probablement complètement aveugle dans 6 mois. Même avec un traitement, nous pourrions seulement ralentir la progression, pas l'arrêter. » « Quel genre de traitement envisagez-vous » demanda Sarah. « Il y a un spécialiste à Détroit qui a obtenu des succès dans des cas similaires. Chirurgie, médicaments, peut-être les deux. Nous parlons de milliers de dollars et cela nécessiterait des soins de suivi constants. » Sarah pensa à Jack vivant d'une pension de professeur dans une maison qui, selon Davis, tombait en ruine. Elle pensa aux Peterson avec leur mini-fourgon bien équipé et l'entreprise prospère de James. « Si cela dépend des finances, » commença-t-elle hésitamment. Le docteur Reyes l'interrompit doucement. « Les besoins médicaux ne sont qu'une partie de l'équation, Sarah. Vous le savez mieux que quiconque. Ce chien a subi un traumatisme important. Ce dont il a le plus besoin, c'est de stabilité, de routine et de quelqu'un qui le comprend. Les deux familles pourraient fournir cela, affirma Sarah. Peut-être que le vétérinaire était d'accord. Mais une seule d'entre elles a une histoire commune avec lui. » Il caressa la tête de Ghost. « Les chiens ne sont pas aussi linéaires dans leurs pensées que nous. Le temps fonctionne différemment pour eux. 6 mois ou 6 ans, le lien demeure. » Après le départ du vétérinaire, Sarah s'assit avec Ghost dans le calme du refuge désormais fermé. Le berger allemand s'était rapproché d'elle plus que d'habitude, sentant peut-être son trouble. « Que veux-tu, mon garçon » chuchota-t-elle. « Si tu pouvais choisir, où irais-tu » Ghost ne répondit pas au-delà d'un léger souffle alors qu'il posait sa tête sur ses pattes. Le lendemain matin, Sarah arriva au refuge pour trouver Eleanor déjà dans son bureau, examinant des documents avec une expression inhabituellement sérieuse. « Nous avons un problème, » dit la directrice sans préambule. « Notre financement a de nouveau été réduit. Le comté réoriente les ressources vers le nouveau centre à Lansing. » Le ventre de Sarah se serra. À quel point c'est grave? Assez grave pour que nous devions prendre des décisions difficiles, des adoptions immédiates pour autant d'animaux que possible, pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être placés. Eleanor ne termina pas la phrase. Ghost, dit Sarah, comprenant immédiatement. Avec ses problèmes médicaux et son comportement. Il serait sur la liste, confirma Eleanor d'un air sombre. À moins que sa situation de propriété ne soit résolue rapidement. Sarah se leva brusquement. Je dois faire quelques appels. Elle trouva Jack chez lui,
la petite maison de Maple Street exactement comme Robert Davis l'avait décrite, montrant des signes d'entretien différés, avec de la peinture écaillée et des bardeaux détachés. Jack ouvrit la porte en peignoir malgré la fin de matinée, les yeux injectés de sang. « Sarah, dit-il, clairement surpris. « Ghost va bien ? Puis-je entrer ?» demanda-t-elle. À l'intérieur, la maison racontait une histoire de chagrin, arrêtée dans le temps. Des photos de Marguerite occupaient encore chaque surface, ses gants de jardinage étaient encore accrochés à la porte arrière. Un panier pour chien était assis dans un coin du salon, un jouet à mâcher intact dessus. Sarah expliqua la situation financière du refuge et ce que cela pourrait signifier pour Ghost. « Ils ne peuvent pas l'euthanasier, protesta Jack, pas quand je suis là, prêt à le reprendre. »« C'est compliqué, » admit Sarah. Les Peterson ont officiellement demandé l'adoption. Ils ont passé le contrôle à domicile avec brio. Ils ont les ressources pour les soins médicaux de Ghost, et il y a toujours la question de savoir s'il vous reconnaît. Jack s'affaissa dans un fauteuil, paraissant soudainement ses 58 ans. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il simplement. « Lutter pour lui », répondit Sarah. « Mais soyez prêts, cela pourrait ne pas suffire. » La réunion d'urgence du conseil d'administration du refuge pour animaux de la Maison de l'Espoir était prévue pour jeudi soir, 2 jours seulement après la visite de Sarah chez Jack. La nouvelle s'était répandue rapidement dans la petite communauté au sujet du berger allemand au centre d'une controverse naissante. Au moment où la réunion commença dans la salle polyvalente exiguë du refuge, chaque chaise pliante était occupée, des personnes supplémentaires se tenant debout le long des murs. Jack Reynolds arriva tôt, vêtu de son plus beau costume, celui qu'il portait aux funérailles de Marguerite et qu'il n'avait pas touché depuis. Il avait passé la veille à nettoyer sa maison, à réparer ce qu'il pouvait et à rassembler des documents, les papiers d'adoption originaux de Ghost auprès de l'éleveur, les dossiers vétérinaires, même des photos du chien au fil des ans. Il devait prouver non seulement sa propriété, mais aussi sa valeur. Jack, Sarah le salua à la porte, son expression tendue. Les Peterson sont déjà là. Il hocha la tête, apercevant la famille assise près de l'avant de la salle. Lily était dans son fauteuil roulant, son visage rayonnant d'anticipation. La vue lui serra la poitrine. Comment pouvait-il rivaliser avec le besoin d'un enfant? Eleanor Wilson ouvrit la réunion avec une pratique déficiente, expliquant la situation financière du refuge en termes clairs. En raison des coupes budgétaires du comté, la Maison de l'Espoir doit réduire sa population de résidents de 30% dans les 2 semaines. Pour la plupart des animaux, cela signifie d'accélérer notre processus d'adoption. Pour ceux qui ont des problèmes médicaux ou comportementaux, elle fit une pause, son attitude professionnelle s'affaiblissant momentanément. Nous sommes confrontés à des décisions plus difficiles. Des murmures se répandirent dans la foule. Eleanor leva une main pour demander le silence. Ce soir, nous abordons un cas spécifique, le berger allemand que nous connaissons sous le nom de Ghost, qui pourrait être le chien appelé Ghost, anciennement détenu par Monsieur Jack Reynolds. Tous les regards se tournèrent vers Jack qui se redressa sur sa chaise, sentant le poids de leur évaluation. Oui, Monsieur Reynolds réclame la propriété du chien, ce qui serait normalement simple. Cependant, des facteurs compliquants incluent l'absence d'identification du chien lorsqu'il a été trouvé, ses besoins médicaux et une demande d'adoption concurrente de la famille Peterson. James Peterson se leva, son attitude respectueuse mais déterminée. Ma famille a rendu visite à Ghost chaque semaine pendant le dernier mois. Ma fille, Lily, a formé un lien spécial avec lui. Nous sommes prêts à lui fournir les soins médicaux dont il a besoin et à l'entraîner comme chien d'assistance pour Lily. Il a un nom, ne put s'empêcher d'interjeter Jack. Son nom est Ghost. Eleanor reconnut cela d'un signe de tête. Nous avons également le témoignage de Robert Davis, qui a admis avoir pris le chien de la propriété de Monsieur Reynolds en janvier, croyant que l'animal était négligé. Cette révélation causa un remue-ménage parmi les participants. Eleanor continua, Monsieur Davis a offert de couvrir tous les frais médicaux du chien, quel que soit l'endroit où il est placé. L'avocat de Jack, un ancien élève qui avait accepté de le représenter bénévolement, se leva. Monsieur Reynolds a fourni des documents confirmant sa propriété de Ghost. En vertu de la loi du Michigan, le chien reste sa propriété. Les actes de Monsieur Davis, aussi bien intentionnés soient-ils, constituent un vol. L'argument juridique continua, l'avocat des Peterson citant des précédents pour le bien-être animal surpassant les droits de propriété en cas de négligence. Jack écouta, les mains serrées dans son giron, tandis que son caractère et ses capacités étaient disséqués devant la salle. La bataille juridique, bien qu'importante,
semblait creuse, un piètre substitut à la simple vérité que Ghost était son compagnon, sa famille. Lorsque les avocats eurent terminé, Eleanor s'adressa de nouveau à la salle, avant que le conseil d'administration ne prenne sa décision, nous allons permettre à chaque partie de faire une déclaration personnelle. Monsieur Peterson. James Peterson se leva pour se tenir à côté du fauteuil roulant de sa fille. Lorsque nous sommes venus pour la première fois à la Maison de l'Espoir, nous ne cherchions pas spécifiquement un berger allemand. Nous étions ouverts à tout chien qui pourrait créer un lien avec Lily. Quelque chose de remarquable s'est produit lors de cette visite. Ghost s'est approché de Lily juste avant qu'elle n'ait une crise. Il est resté avec elle tout au long, lui apportant un réconfort qu'aucun de nous ne pouvait lui apporter. Karen Peterson continua là où son mari s'était arrêté, sa voix ferme. Lily a l'épilepsie, ainsi que d'autres problèmes de santé. Un chien d'assistance ne ferait pas que nous alerter sur les crises à venir, mais lui donnerait aussi de l'indépendance et de la confiance. Nous avons consulté des dresseurs qui pensent que Ghost a le tempérament pour ce travail. Lily prit ensuite la parole, sa voix petite mais claire. Il comprend ce que c'est que les choses soient difficiles. Je peux le dire, quand je suis avec lui, je me sens courageuse. Jacques sentit un nœud se former dans sa gorge. Comment pouvait-il s'opposer aux besoins de cet enfant? Pourtant, comment pouvait-il abandonner Ghost, son dernier lien avec Marguerite, le compagnon qu'il avait sauvé des profondeurs les plus sombres du chagrin? Monsieur Reynolds, demanda Eleanor. Votre déclaration. Jacques se leva lentement, soudainement conscient de son âge apparent pour la salle. Il avait préparé des notes, mais les laissa maintenant pliées dans sa poche. Il parla plutôt du fond du cœur. Ghost est entré dans ma vie alors que ma femme était mourante. Marguerite savait que j'aurais besoin de lui avant même moi. Après sa mort, il y a eu des jours où je n'arrivais pas à me lever du lit, je ne voyais plus l'intérêt de continuer. Ghost me poussait, insistait pour les promenades, me rappelait de manger. Sa voix se brisa, mais il continua. Ce n'était pas juste un animal de compagnie. C'était ma responsabilité envers Marguerite, oui, mais plus que ça, c'était ma raison de continuer à vivre. Jacques se tourna pour faire face directement au Peterson. Je comprends ce que ressent Lily. Je le fais. Ghost a ce don. Il perçoit la douleur et la rencontre avec quelque chose comme la grâce. Mais il a subi un traumatisme. Maintenant, il est en train de devenir aveugle. Il a besoin de familiarité, de stabilité. Nous pouvons fournir cela. James Peterson intervint doucement. Avec tout le respect que je vous dois. Jacques répondit, vous pouvez fournir un foyer aimant, mais pas son foyer, pas les odeurs et les sons qu'il connaît depuis des années, pas le lit où il dort ou la cour où il joue, pas moi. Sa voix se brisa sur le dernier mot et il s'assit brusquement, émotionnellement épuisé. La salle retombe dans le silence. Eleanor se racla la gorge, le conseil délibérera en privé et annoncera sa décision demain matin. Elle fut interrompue par l'ouverture de la porte d'entrée du refuge. Sarah, qui était restée inhabituellement silencieuse tout au long des débats, sortit pour enquêter. Elle revint quelques instants plus tard, son expression urgente, « Eleanor, j'ai besoin que vous veniez maintenant. » C'est Ghost, quelque chose ne va pas, Jacques fut sur ses pieds instantanément, suivant Sarah et Eleanor dans le couloir vers les chenils, les Peterson, juste derrière. Le son les atteignit avant qu'ils n'arrivent, un gémissement faible et plaintif, différent de tout ce que Sarah avait entendu du stoïque berger allemand auparavant. Ils trouvèrent Ghost pressé contre le coin arrière de son chenil, tremblant violemment. Le docteur Reyes était déjà là, essayant d'approcher le chien en détresse. « Que s'est-il passé ?» demanda Eleanor. « Je ne suis pas sûr », répondit le vétérinaire, gardant sa voix calme. Le bénévole du soir est allé lui donner ses médicaments et il était comme ça, sa fréquence cardiaque est élevée, ses pupilles dilatées. Cela pourrait être de la douleur ou une réponse au stress aigu. Jacques se dirigea vers la porte du chenil. « Laissez-moi entrer. »« Ce n'est pas conseillé, » prévint le docteur Reyes. Dans cet état, il pourrait ne reconnaître personne. « Laissez-moi entrer », répéta Jacques, ne laissant aucune place à l'argumentation. Après un instant d'hésitation, Sarah ouvrit la porte du chenil. Jacques entra lentement, s'agenouillant à quelques mètres de Ghost. « Et, mon pote, dit-il doucement. Ça va, je suis là maintenant. » Les gémissements de Ghost continuèrent, ses yeux sauvages et flous. Jacques commença à fredonner une mélodie simple et répétitive qui fit regarder Sarah avec curiosité.
La berceuse de Marguerite, expliqua Jacques entre les notes. Elle avait l'habitude de la chanter lorsque les orages lui faisaient peur. Progressivement, imperceptiblement au début, les tremblements de Ghost diminuèrent, sa respiration ralentit, les gémissements cessèrent, remplacés par un souffle rapide et superficiel. Jacques continua de fredonner, se rapprochant jusqu'à être à portée de bras. « Voilà, murmura-t-il. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Tu es en sécurité, Ghost, je te le promets. » Les yeux troubles de Ghost essayèrent de se concentrer sur la source de la voix. Son nez fonctionnait frénétiquement, aspirant l'odeur. Puis, d'un mouvement si soudain qu'il surprit tout le monde, le berger allemand se lança en avant, non pas dans l'agression, mais dans la reconnaissance. Ghost pressa son corps contre Jacques, la queue rentrée, mais son intention était indubitable, il cherchait du réconfort auprès de sa personne. Les bras de Jacques entourèrent le chien doucement, son visage enfoui dans la fourrure de Ghost. « Je suis là, mon garçon, je suis juste là. » La foule assemblée assista en silence à la réunion. Même les Peterson semblèrent émus, James avec son bras autour des épaules de Lily tandis que la fille essuyait des larmes sur ses joues. Le docteur Reyes parla le premier, son détachement professionnel momentanément abandonné. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » C'est comme si quelque chose avait finalement brisé sa réponse au traumatisme. « Qu'est-ce qui l'a déclenché ?» demanda Eleanor. Sarah se posait la même question. Le moment semblait trop parfait, la détresse de Ghost coïncidant exactement avec une réunion qui déterminerait son sort. Puis elle se souvint de quelque chose de son entraînement vétérinaire il y a des années, le cortisol, dit-elle, les hormones du stress. Elles peuvent augmenter chez les animaux lors de transitions ou lorsqu'ils ressentent de la tension. Avec la réunion, nous tous qui allions et venions, l'énergie du bâtiment a changé et il a répondu en cherchant la personne qui représente la sécurité. Le docteur Reyes termina en hochant la tête. Remarquable, vraiment. Jacques semblait indifférent à leur discussion, entièrement concentré sur Ghost, qui s'était installé contre lui, tremblant encore parfois, mais visiblement plus calme. Lorsque Jacques leva enfin les yeux, son visage était inondé de larmes. « Il me connaît, dit-il, l'étonnement et le soulagement se mélangeant dans sa voix. Après tout, il me connaît. » Eleanor échangea des regards avec les membres du conseil d'administration qui les avaient suivis jusqu'au chenil. Aucun vote officiel n'était nécessaire. La décision était écrite dans la scène qui se déroulait devant eux. « Je pense, dit-elle prudemment, que cela règle la question de la propriété. » Les Peterson restèrent silencieux un instant. Puis James s'avança, son expression compliquée mais pas méchante. « Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux pour Ghost, dit-il. Je pense que nous venons de voir ce que c'est. » Lily roula son fauteuil plus près de la porte du chenil. « Puis-je lui dire au revoir ?» demanda-t-elle doucement. Jacques hocha la tête, gardant une main sur le dos de Ghost, alors que la fille s'approchait, le berger allemand la regarda calmement, plus en détresse, mais restant près de Jacques. « Tu rentres à la maison, » dit Lily au chien. « C'est bien, tout le monde devrait pouvoir rentrer à la maison. » Ce soir-là, Ghost resta au refuge sous l'observation du docteur Reyes, mais Jacques était autorisé à rester à ses côtés. La crise était passée, mais le vétérinaire voulait s'assurer que la réponse au stress de Ghost avait disparu. Jacques était assis par terre dans le chenil, la tête de Ghost sur ses genoux, alors que Sarah apportait une tasse de café. « Merci, » dit Jacques, l'acceptant avec gratitude. « Pour tout ce que vous avez fait pour lui, pour nous. » Sarah s'installa contre le mur en face d'eux. « Il y a encore beaucoup de choses à régler, ces soins médicaux, la transition à la maison. Ce n'est plus le même chien qui est parti en janvier. »« Je sais, » reconnut Jacques. « Et je ne suis plus le même homme. Nous allons réapprendre à nous connaître. » Ils restèrent un moment dans un silence amical, regardant la poitrine de Ghost monter et descendre pendant son sommeil. « Comment saviez-vous, » demanda enfin Sarah, « qu'il vous reconnaîtrait finalement? Vous n'avez jamais abandonné, même lorsqu'il ne montrait aucun signe de se souvenir. » Jacques réfléchit à cela, sa main se déplaçant rythmiquement dans la fourrure de Ghost. « Parce que l'amour laisse des traces, » dit-il simplement. « Marguerite disait que le vrai amour vous change, vous marque, de façon permanente. Ghost et moi, nous nous sommes sauvés une fois. Ce genre de liens ne disparaissent pas comme ça. » Sarah pensa à sa propre vie, la porte tournante des familles d'accueil dans sa jeunesse, la série de relations qui s'étaient estompées comme des aquarelles laissées au soleil. Elle se demanda ce que cela ferait de former un lien si profond qu'il puisse survivre à des mois de séparation, de traumatisme,
voire à la défaillance des sens physiques. « Que se passe-t-il demain » demanda-t-elle. « Nous rentrons à la maison » répondit Jacques. « Nous recommençons. Je trouverai un moyen de payer ces traitements. Peut-être qu'il est temps que je retourne enseigner, en remplacement, au moins. » L'offre de Robert Davis. Jacques interrompit, puis soupira, « Mais Ghost a besoin de ces traitements, donc oui, j'accepterai son aide, pour ça. » L'orgueil ne vaut pas la vue de Ghost. Sarah hocha la tête, comprenant le calcul compliqué du pardon et de la nécessité. « Et Lily » demanda-t-elle doucement. Elle a vraiment créé un lien avec lui. Jacques resta silencieux pendant un long moment. Peut-être, une fois que nous serons installés, Ghost pourrait lui rendre visite, parfois, non pas comme chien d'assistance, mais comme un ami, si les Peterson étaient ouverts à cela. La suggestion surprit Sarah, une générosité à laquelle elle ne s'attendait pas de la part d'un homme qui s'était battu si férocement pour récupérer son chien. Mais c'était peut-être la leçon de tout cela, que l'amour, le vrai amour, avait de la place pour l'expansion plutôt que pour l'exclusion. Alors que la nuit s'approfondissait, autour du refuge, Shadow dormit profondément pour la première fois depuis son arrivée. Le lendemain apporterait ses propres défis, adapter sa maison à un chien malvoyant, établir de nouvelles routines, reconstruire la confiance. Mais ce soir-là, dans le calme du chenil, Jacques Reynolds sentit le poids des mois de recherche, d'un chagrin aggravé par la perte, commencer à s'alléger. Ils s'étaient retrouvés. Ils trouveraient ensemble le reste. Le lendemain matin, Shadow devait rentrer à la maison. Le soleil printanier baignait au Pavane d'une chaleur trompeuse. Jacques était arrivé tôt, apportant un nouveau collier et une nouvelle laisse, achetés la veille au magasin d'animaux. Son camion était fraîchement nettoyé, le siège passager recouvert d'une couverture qui sentait encore faiblement la maison, la vie qu'ils avaient partagée avant que tout ne s'effondre. Il ne reste plus que quelques papiers à signer, l'assura Eleanor, faisant glisser un dossier sur son bureau. Le docteur Reyes a préparé les instructions pour le calendrier des médicaments de Shadow et des recommandations pour adapter votre maison à un chien malvoyant. Jacques hocha la tête, signant là où indiqué, ses mains fermes malgré l'anticipation qui le traversait. Après 3 mois de recherche, de pièces vides et de silence aussi long qu'une douleur physique, il ramenait Shadow à la maison. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Sarah apparut sur le seuil, son expression tendue, d'une manière qui déclencha immédiatement des alarmes dans l'esprit de Jacques. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, se levant brusquement. « C'est Shadow » répondit-elle, la voix soigneusement contrôlée. Le docteur Reyes est avec lui en ce moment. Il a fait une crise ce matin. Le monde bascula sur le côté. Jacques suivit Sarah aveuglément dans le couloir jusqu'à la salle médicale où le docteur Reyes était penché au-dessus de la table d'examen. Shadow était immobile, sauf pour la montée et la descente rapide de sa poitrine. Ses yeux étaient fermés, ses membres étendus maladroitement. « Que s'est-il passé » demanda Jacques, se dirigeant immédiatement vers Shadow, sa main trouvant la tête du chien. Le docteur Reyes redressa le dos, son expression grave. Cela a commencé il y a environ 20 minutes. Le bénévole du matin l'a trouvé en train de convulser dans son chenil, mais il allait bien hier soir. Jacques protesta, nous allions rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'ai prélevé des échantillons de sang, continua le docteur Reyes. Mais compte tenu de son âge, du traumatisme qu'il a subi et de ses problèmes de santé actuels, je crains que cela puisse être de nature neurologique. Qu'est-ce que cela signifie ? La voix de Jacques était devenue creuse. Cela signifie qu'il pourrait se passer quelque chose dans son cerveau, une tumeur, un saignement, une inflammation. Sans imagerie avancée, il est difficile de le dire avec certitude. Alors on fait l'imagerie, insista Jacques. On découvre ce qui ne va pas et on y remédie. Le docteur Reyes et Sarah échangèrent des regards. L'hôpital vétérinaire le plus proche disposant d'un IRM est à Détroit, expliqua doucement Sarah. C'est cher, Jacques, même avec l'offre d'aide de Robert Davis. Peu m'importe ce que ça coûte, interrompit Jacques. Je viens de le retrouver. Je ne vais pas le perdre à nouveau. Ce n'est pas seulement une question de coût, mit en garde le docteur Reyes. Les crises peuvent causer des lésions cérébrales. Même si nous identifions la cause, le traitement pourrait être limité, surtout compte tenu de son âge et de son état. Jacques regarda Shadow, qui semblait soudainement plus vieux, plus fragile qu'avant. C'est un combattant, dit-il doucement. Il a déjà tant enduré. Les quelques heures suivantes passèrent dans un flou d'appels téléphoniques,
de consultations et de prédictions de plus en plus inquiétantes. Shadow a fait une deuxième crise, moins forte que la première, mais toujours alarmante. Robert Davis arriva, carnet de chèques à la main, appelé par Sarah qui avait pris sur elle de le contacter, malgré le ressentiment persistant de Jack. Ce dont il a besoin, insista Davis, le visage hagard de remords. Quel que soit le coup. Jack ne put se résoudre à reconnaître l'homme directement, mais il hocha la tête raidement. La fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Dans l'après-midi, des dispositions avaient été prises pour transporter Shadow à l'hôpital vétérinaire de Détroit. Le pronostic restait réservé. Les crises s'étaient stabilisées grâce aux médicaments, mais Shadow restait léthargique, réagissant minimalement aux stimuli, même à la voix de Jack. « Je vais vous conduire », proposa Sarah alors que Jack s'asseyait à côté du transporteur de Shadow, le visage marqué par l'inquiétude. Il ne devrait pas être seul pour ça. Le trajet jusqu'à Détroit s'étendit interminablement à travers les banlieues et les périphéries industrielles. Shadow resta silencieux dans son transporteur sur la banquette arrière, gémissant parfois doucement lorsqu'il heurtait des bosses sur la route. Jack gardait une main tendue vers l'arrière, le bout des doigts touchant à peine le transporteur, comme si la connexion ténue pouvait maintenir Shadow attaché à ce monde. Il était censé rentrer à la maison aujourd'hui, dit enfin Jack, brisant le lourd silence dans la voiture. J'ai tout préparé, acheté de nouvelles gamelles, un lit spécial pour ses articulations. J'ai même réparé la barrière, installé un nouveau loquet, renforcé le tout pour qu'il ne puisse plus jamais sortir. Sarah gardait les yeux sur la route, mais sa voix était douce lorsqu'elle répondit, « Il le sait, Jack. » Les chiens comprennent plus qu'on ne leur en donne le crédit. Comprennent-ils les promesses brisées, demanda Jack, la voix brisée. Parce que j'ai promis à Margaret que j'en prendrais soin. J'ai promis à Shadow ce matin que nous allions rentrer à la maison. Maintenant, regardez-nous. Sarah n'avait pas de réponse à cela. Les kilomètres restants passèrent dans le silence, épais de peurs indicibles. L'hôpital spécialisé vétérinaire du Michigan était une installation moderne, clinique et efficace. Shadow fut immédiatement emmené pour un examen à son arrivée, laissant Jack et Sarah dans une salle d'attente décorée de photographies grand format d'histoires à succès, des chiens et des chats qui avaient déjoué les pronostics, s'étaient remis de blessures ou de maladies dévastatrices pour vivre pleinement leur vie. Jack regarda ces images sans vraiment les voir. « Je ne peux pas le perdre, dit-il doucement. Pas après tout. Ce n'est pas juste. Non, acquiesça Sarah. Une heure passa à pas de tortue, puis une autre. Robert Davis arriva, les ayant suivis dans sa propre voiture et s'étant installé silencieusement sur une chaise de l'autre côté de la pièce. Jack reconnut sa présence d'un signe de tête, trop épuisé émotionnellement pour une colère persistante. Lorsque la neurologue vétérinaire apparut enfin, son expression confirma les pires craintes de Jack. Avant même qu'elle ne dise un mot, Monsieur Reynolds, commença-t-elle, lui faisant signe de la suivre dans une salle de consultation privée. J'ai examiné le cas de Shadow et effectué un examen préliminaire. Jack se prépara. Dites-moi franchement. À quoi sommes-nous confrontés? L'imagerie montre une masse dans le cerveau de Shadow, dit-elle, le ton compatissant mais direct. Compte tenu de sa taille et de son emplacement, et combiné à ses autres problèmes de santé, j'ai de sérieuses inquiétudes concernant sa qualité de vie. Les mots tombèrent comme des coups physiques. Une tumeur, dit Jack d'une voix engourdie. Peut-elle être retirée? Techniquement, oui, mais la chirurgie serait extrêmement risquée. Même si elle réussissait, le rétablissement serait difficile, douloureux et prolongé, et compte tenu de son âge et de la cécité qui se développe. Vous dites que je devrais l'euthanasier, la voix de Jack était plate, sans émotion, comme si les mots appartenaient à quelqu'un d'autre. La neurologue se redressa légèrement. Je dis que vous devriez considérer ce qui est le mieux pour Shadow, pas seulement ce que vous voulez ou espérez. Parfois, le choix le plus aimable est aussi le plus difficile. Puis-je le voir, demanda Jack, soudainement désespéré d'être avec Shadow, comme si sa seule présence pouvait en quelque sorte inverser le diagnostic dévastateur. Shadow avait été déplacé dans une pièce tranquille, séparée de l'agitation du service des urgences. Des perfusions intraveineuses administraient des fluides et des médicaments anticonvulsivants. L'équipement de surveillance bipait régulièrement et un collier anti-morsure l'empêchait de perturber les différentes lignes. Il avait l'air diminué, en quelque sorte, son port fier réduit à ce tableau clinique de maladie. Pourtant, lorsque Jack entra, la queue de Shadow frappa faiblement contre la table d'examen. Même maintenant, même ici, il reconnaissait son humain.
Jacques s'approcha lentement, conscient de l'équipement, et posa une main douce sur la tête de Shadow. « Eh, mon pote » chuchota Teil. « Je suis là. » Zarif et le docteur Reyes, qui les avait accompagnés de Opaven, observaient depuis l'entrée. Sarah se détourna, s'essuyant les yeux subrepticement. « Que feriez-vous » demanda Jacques au docteur Reyes sans lever les yeux de Shadow, « s'il était votre chien ?» Le vétérinaire du refuge soupira lourdement. « Je crois à la qualité de vie plutôt qu'à la quantité. Shadow a déjà tant enduré, la chirurgie, le rétablissement. Ce seraient des semaines, voire des mois de confusion et de douleur, sans garantie de succès. » Jacques hocha la tête, absorbant lentement cela. « Et si nous ne faisons pas la chirurgie, les médicaments pourraient contrôler les crises pendant un certain temps, des jours, peut-être des semaines, mais finalement. » Jacques n'avait pas besoin qu'ils finissent. Le sens était assez clair. Shadow gémit doucement, pressant sa tête dans la paume de Jacques. Malgré tout, la tumeur, la cécité, les mois de séparation, il cherchait toujours le réconfort auprès de la personne en qui il avait le plus confiance. Cet acte simple de foi brisa quelque chose en Jacques. Les larmes qu'il avait retenues débordèrent, tombant sur la fourrure de Shadow. « Je suis tellement désolé » chuchota Teil. « Je devais te protéger, je le lui ai promis, je te l'ai promis. » La langue de Shadow sortit, attrapant la main de Jacques dans une faible approximation de son accueil enthousiaste habituel. Même maintenant, même ici, il essayait d'offrir du réconfort. La neurologue réapparut, un presse-papier à la main. « Monsieur Reynolds, j'ai besoin d'une décision sur la façon de procéder. » Jacques se redressa, s'essuyant le visage avec sa manche. « Puis-je le ramener à la maison juste pour un jour ou deux, si les médicaments contrôlent les crises ?» Le médecin hésita. « Ce serait contre mes conseils médicaux s'il faisait une autre crise à la maison sans intervention médicale immédiate. »« Je comprends les risques, » interrompit Jacques, « mais je lui ai promis qu'il rentrerait à la maison aujourd'hui. Je dois tenir cette promesse, même si ce n'est que pour un petit moment. » Après une longue consultation, un compromis fut trouvé. Shadow resterait hospitalisé une nuit pour observation, Jacques ayant la permission de rester à ses côtés. Si son état restait stable, il pourrait être renvoyé le lendemain avec des médicaments et des instructions de soins à domicile de type hospice. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, Jacques s'assit au chevet de Shadow, une main reposant légèrement sur le côté du chien, sentant chaque respiration monter et descendre. Les lumières fluorescentes vives avaient été tamisées, créant l'illusion de paix dans une situation tout sauf paisible. « Nous rentrons à la maison demain » dit doucement Jacques à Shadow. « Comme je l'ai promis. Ce ne sera peut-être pas aussi longtemps que nous l'espérions, mais nous serons ensemble. C'est ce qui compte. » Les yeux de Shadow, voilés de cataracte et à moitié fermés à cause des médicaments, se tournèrent vers la voix de Jacques. Sa queue frappa une fois faiblement contre la table d'examen. En ce moment, Jacques comprit avec une clarté écrasante que l'amour signifiait parfois lâcher prise, que maintenir Shadow en vie à tout prix n'était pas la même chose que faire ce qui était le mieux pour lui, que parfois le plus grand acte d'amour était aussi le plus douloureux. « Ça va, Shadow » chuchota Teil, se penchant près de l'oreille du berger allemand. « Tu n'as pas besoin de continuer à te battre. Pas pour moi. Plus maintenant. » L'aube se leva sur Détroit avec les pastels feutrés de la lumière du début du printemps filtrant à travers les stores dans la chambre d'hôpital de Shadow, où Jacques avait passé une nuit agitée sur une chaise inconfortable. Il se réveilla avec une raideur dans le cou, dans la désorientation momentanée d'un environnement inconnu, avant que la réalité ne le rattrape, le diagnostic, les décisions en suspens, les adieux inévitables à l'horizon. Mais quelque chose avait changé. Shadow était assis sur son lit, la tête inclinée vers la fenêtre, où le chant des oiseaux s'infiltrait. Sa posture, bien que pas aussi forte que dans sa jeunesse, ne présentait aucune des faiblesses d'hier. « Shadow » chuchota Jacques, osant à peine espérer. Les oreilles du berger allemand se dressèrent et il se tourna vers la voix de Jacques avec plus de vivacité qu'il n'en avait montré depuis le début des crises. Sa queue frappa contre la table d'examen, non pas le faible battement d'hier, mais un salut délibéré et reconnaissable. Lorsque la neurologue arriva pour la visite du matin, elle trouva Jacques déjà dans le couloir qui l'attendait. « Quelque chose a changé » dit-il sans préambule. « Il va mieux ce matin. Beaucoup mieux. » Le docteur Matthews l'étudia avec la neutralité prudente que les médecins adoptent lorsque les familles s'accrochent à de faux espoirs. « Monsieur Reynolds, je comprends à quel point c'est difficile. De petites améliorations sont fréquentes avec les médicaments que nous avons administrés,
mais elle ne change pas le diagnostic sous-jacent. Regardez-le simplement, insista Jack. S'il vous plaît. À l'intérieur de la chambre, Shadow avait réussi à se tenir debout sur la table d'examen, les jambes tremblantes mais soutenant son poids. Lorsque la neurologue s'approcha, il se tourna vers le son de ses pas avec intérêt plutôt que la léthargie docile du jour précédent. C'est inattendu, admit-elle, examinant les réactions de Shadow pendant qu'elle vérifiait ses signes vitaux. Permettez-moi de faire quelques tests supplémentaires. Ce qui suivit fut une agitation d'activité, prise de sang, un deuxième IRM, consultation à voix basse à l'extérieur de la chambre de Shadow. Jack resta avec Shadow tout au long, craignant de partir même un instant de peur que cette amélioration apparente ne s'avère éphémère. Sarah arriva en milieu de matinée, ayant passé la nuit dans un hôtel voisin. Son expression traduisait une incrédulité choquée lorsqu'elle vit Shadow assis, alerte et réactif. Les médicaments semblent mieux fonctionner que prévu, expliqua Jack, ne voulant pas jinxer le miracle qui pourrait se dérouler. En début d'après-midi, le docteur Matthews revint avec une collègue, toutes deux arborant des expressions que Jack ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Monsieur Reynolds, commença-t-elle, nous avons examiné la nouvelle imagerie de Shadow et l'avons comparée aux résultats d'hier. Je ne sais pas exactement comment expliquer cela, mais la masse semble avoir considérablement diminué de taille. » Jack la regarda. « Qu'est-ce que cela signifie ? Il est possible que ce que nous avons initialement identifié comme une tumeur soit en fait une inflammation, ce que nous appelons une encéphalite. C'est toujours grave, mais potentiellement traitable d'une manière qu'une tumeur ne le serait pas, donc, il pourrait se rétablir ?» La voix de Jack se brisa sur ce mot. « Je veux être très clair. Shadow a toujours de sérieux problèmes de santé, la cécité qui se développe, son âge, les événements traumatiques des derniers mois. Mais oui, avec un traitement agressif de l'inflammation, il pourrait avoir une qualité de vie significative pendant un certain temps. » Jack s'affaissa sur la chaise à côté du lit de Shadow. Accablé, le berger allemand lui donna une petite tape avec son museau froid, comme pour lui offrir des assurances. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Sarah, la question pratique. Jack était trop dépassé pour formuler une réponse. « Pourquoi pensiez-vous que c'était une tumeur hier ? » L'imagerie présentait des caractéristiques compatibles avec une masse, expliqua le docteur Matthews. Mais parfois, l'inflammation peut sembler très similaire, surtout chez les patients âgés. La réponse rapide aux médicaments anti-inflammatoires que nous avons inclus dans son protocole de traitement est ce qui nous a fait regarder de plus près. Au fil de la journée, Shadow continua de s'améliorer. Il marchait d'un pas hésitant dans le couloir de l'hôpital avec Jack, acceptait de petites quantités de nourriture et semblait de plus en plus conscient de son environnement malgré sa vision limitée. La neurologue recommanda une hospitalisation prolongée d'un autre jour pour stabiliser son régime médicamenteux, mais parla maintenant de planification de la sortie plutôt que de soins de fin de vie. Tard dans l'après-midi, Robert Davis réapparut, hésitant dans l'embrasure de la porte de la chambre de Shadow. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu une amélioration, » dit-il avec hésitation. « C'est une merveilleuse nouvelle. » Jack étudia l'homme qui avait bouleversé leur vie si complètement sous l'éclairage cru de l'hôpital. Davis avait l'air plus âgé, les traits de son visage accentués par le stress ou les remords, peut-être les deux. « Pourquoi l'avez-vous vraiment pris ?» demanda brusquement Jack. La question le brûlait depuis les aveux de Davis à Opaven. Davis soupira lourdement, entrant dans la pièce mais gardant une distance respectueuse. « Je me suis dit que c'était par souci de son bien-être, que je faisais ce qu'il fallait. Mais la vérité ? » Il fit une pause, semblant rassembler son courage. « La vérité est plus compliquée. Après la mort de Margaret, je vous ai vu vous retirer de toutes et de tous, l'association de quartier, le jardin communautaire qu'elle aimait tant. Même l'entretien de base de votre propriété était négligé. Cela m'a énervé, comme si vous laissiez son héritage disparaître. Vous ne saviez pas ce que je traversais, dit Jack, la voix tendue. Non, je ne le savais pas, reconnut Davis. Mais j'aurais dû essayer de comprendre au lieu de juger. Margaret a toujours été gentille avec ma femme pendant ses traitements contre le cancer. Elles sont devenues amies lors de ses visites à l'hôpital. Lorsqu'Hélène est décédée il y a 6 ans, Margaret était celle qui organisait les repas, vérifiait comment j'allais, s'assurait que je ne disparaissais pas dans le chagrin. Pour la première fois, Jack sentit la véritable racine des actions de Davis, non pas une simple préoccupation pour Shadow, mais un enchevêtrement complexe de chagrin, d'obligation et de tentatives maladroites d'honorer les morts. Donc, prendre Shadow, c'était quoi?
Me punir pour un deuil mal fait, sauver son chien de mes soins inadéquats. Davis sursauta face à cette évaluation sévère. Je ne demande pas pardon, Jack. Ce que j'ai fait était impardonnable, quelles que soient mes intentions. J'essaie juste d'être honnête, enfin, et de faire amende honorable autant que possible. Jack se tourna vers Shadow, qui observait l'échange avec l'intérêt alerte qui lui manquait depuis si longtemps. C'est lui que vous avez le plus blessé, dit-il enfin. Quoi qu'il arrive ensuite, je ferai ce qu'il y a de mieux pour lui, pas pour vous ou pour moi. Davis hocha la tête, acceptant cela. L'offre est maintenue. Tout ce dont il a besoin médicalement, aussi longtemps qu'il en a besoin. Après le départ de Davis, Sarah s'approcha de Jack, son expression pensive. Les gens font rarement des choses terribles en croyant qu'elles sont terribles, observa-t-elle. La plupart pensent qu'ils font ce qu'il faut, ou du moins qu'ils ont de bonnes raisons. Cela ne l'excuse pas, répondit Jack. Non, acquiesça-t-elle. Mais la compréhension pourrait faciliter l'avancée. Ce soir-là, alors que Jack se préparait à passer une autre nuit sur la chaise inconfortable de l'hôpital, Sarah revint d'une brève absence en portant un petit sac de sport. Brosse à dents, chemise propre, quelques collations, expliqua-t-elle, la posant à côté de lui. Et des nouvelles de Hopaven. Que s'est-il passé? Demanda Jack avec lassitude, prêt pour une nouvelle crise. Sarah sourit, le premier sourire sincère qu'il lui ait vu depuis des jours. Eleanor a parlé de l'état de Shadow au Peterson. Ils étaient bien sûr anéantis, mais Lily a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour aider, et cela a déclenché une idée. Elle sortit son téléphone, montrant à Jack une page de médias sociaux intitulée « La seconde chance de Shadow ». La collecte de fonds lancée quelques heures plus tôt avait déjà rassemblé plus de 3 000 $ de dons de la communauté. Les gens veulent aider, expliqua Sarah. Pas seulement avec les factures médicales que Davis couvre, mais avec tout le reste, adaptez votre maison à un chien malvoyant, des thérapies continues, tout ce dont Shadow a besoin. Jack regarda l'écran, les commentaires des voisins, des anciens élèves, même des étrangers, touchés par l'histoire de Shadow. La même communauté dont il s'était retiré après la mort de Margaret se ralliait maintenant autour d'eux deux. Il y a autre chose, continua Sarah, la voix adoucie. Quelque chose que le personnel de nuit a remarqué chez Shadow et que je pense que vous devriez savoir. Elle expliqua comment, pendant la nuit, Shadow était devenu agité lorsqu'un chien nouvellement admis dans une zone de traitement voisine avait commencé à hurler de détresse. Contrairement à ses précédentes réactions de peur au refuge, Shadow avait essayé d'aller vers le son, tirant sur ses perfusions intraveineuses jusqu'à ce que le personnel intervienne. Cela s'est reproduit cet après-midi avec un chiot amené après une chirurgie. Sarah a dit que le personnel avait dû calmer le chiot, mais la présence de Shadow semblait le calmer au début. Le docteur Matthews dit que ce n'est pas rare. Certains chiens ont une empathie naturelle pour les autres en détresse. Jack considéra cette nouvelle information, se souvenant de la façon dont Shadow s'était approché de Lily Peterson pendant sa crise, malgré sa propre peur et son traumatisme. Il a toujours été sensible de cette façon, reconnut Jack. Même avec les gens qu'il connaissait. Quand Margaret passait de mauvaises journées, avant moi parfois. Les Peterson avaient raison sur un point, dit doucement Sarah, Shadow ferait un chien de thérapie exceptionnel. Son empathie survit même après tout ce qu'il a traversé. Alors que la nuit s'installait sur l'hôpital, Jack médita sur cette révélation. Shadow dormait paisiblement sur son lit, les médicaments s'égouttant régulièrement à travers sa perfusion intraveineuse, des rêves occasionnels faisant tressaillir ses pattes en souvenir de la poursuite d'écureuils ou de courses dans des champs ouverts. Jack pensa à tout ce qui avait été perdu et retrouvé ces derniers mois. La santé de Shadow restait précaire, son avenir incertain. Pourtant, quelque chose avait fondamentalement changé dans la façon dont Jack considérait leur chemin à suivre. Pendant des mois, il s'était concentré uniquement sur le fait de ramener Shadow à la maison, de revenir à la vie qu'ils avaient avant. Maintenant, il comprenait que ce n'était pas possible. Trop de choses avaient changé pour eux deux, la cécité qui se développait chez Shadow, sa nouvelle sensibilité à la détresse des autres, la communauté qui s'était formée autour d'eux dans la crise. Même Jack lui-même avait changé, sorti de son isolement, reconnecté avec le monde que Margaret avait tant aimé, par nécessité. Peut-être que le véritable but de leur séparation et de leur retrouvaille n'était pas simplement de restaurer ce qui était, mais de créer quelque chose de nouveau à partir des fragments de leur perte partagée, pas une version diminuée de leur ancienne vie, mais une vie transformée, une vie qui honorait l'esprit remarquable de Shadow et la présence durable de Margaret dans leurs deux vies.
Comme s'il ressentait les pensées de Jacques, Shadow remua, levant la tête du lit. Dans la faible lumière, ses yeux, voilés mais toujours expressifs, semblèrent trouver le visage de Jacques avec une précision étrange. « Nous allons bien, dit doucement Jacques. Pas pareil, mais bien. » La queue de Shadow frappa une fois le lit, un geste de simple confiance qui contenait toute l'affirmation dont Jacques avait besoin. Le jour où Shadow rentra enfin à la maison n'était pas celui que Jacques avait initialement envisagé. Ce ne fut ni immédiat ni triomphant. Au lieu de cela, il arriva après 2 semaines d'hospitalisation, d'ajustement prudent des médicaments et d'une éducation approfondie aux soins d'un chien souffrant de problèmes neurologiques et de diminution de la vue. La matinée de juin se leva brillante et claire, la chaleur estivale chassant enfin les derniers vestiges du froid printanier têtu du Michigan. La voiture de Sarah arriva dans l'allée de Jacques, Shadow sécurisé dans une caisse sur le siège arrière. Par la porte du transporteur, Jacques put voir la posture alerte du berger allemand, son nez travaillant d'arrache-pied pour traiter le sentiment familier de la maison. Son état s'était remarquablement stabilisé depuis ses premiers jours terrifiants à l'hôpital. L'inflammation de son cerveau avait répondu au traitement, bien que les dommages à sa vue soient permanents et progressifs. « Prêt ?» demanda Sarah, coupant le moteur. Jacques hocha la tête, soudainement nerveux. La maison avait subi une transformation significative en prévision du retour de Shadow. Les meubles avaient été réaménagés pour créer des voies claires. Des tapis texturés marquaient désormais les transitions entre les pièces. Des barrières pour bébés bloquaient l'accès aux escaliers. Tous les efforts avaient été faits pour créer un environnement sûr pour un chien dont le monde était de plus en plus défini par les sons et les odeurs plutôt que par la vue. Ils ouvrirent la porte de la caisse et Shadow en sortit prudemment, le nez ouvrant la voie. Jacques s'agenouilla à côté de lui offrant des assurances par le toucher et la voix, les constantes sur lesquelles Shadow pouvait encore compter. La queue du berger allemand commença à remuer lorsque la reconnaissance apparut, non seulement de Jacques, mais aussi de la maison. « Bienvenue à la maison, mon pote », dit doucement Jacques alors que Shadow commençait une exploration prudente de la cour avant, suivant des traces d'odeur que lui seul pouvait détecter. Sarah regardait à distance respectueuse, leur accordant ce moment de retour au foyer. Elle était devenue une présence constante pendant l'hospitalisation et le rétablissement de Shadow, son expertise avec les animaux ayant des besoins spéciaux s'avérant inestimable. Ce qui avait commencé comme une préoccupation professionnelle s'était transformé en quelque chose de plus personnel, une amitié forgée dans la crise que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Dans les semaines qui suivirent, Shadow s'installa dans une nouvelle routine. Les médicaments contrôlaient ses symptômes neurologiques, bien que des journées brumeuses, comme Jacques avait fini par les appeler, se produisent encore. Ces jours-là, Shadow restait près de Jacques, plus dépendant que d'habitude, cherchant des assurances par la proximité. Les jours meilleurs, sa confiance grandissait lorsqu'il cartographiait son territoire familier par l'odeur et la mémoire. À la mi-juillet, la force de Shadow était revenue suffisamment pour des promenades plus longues. Jacques investit dans un harnais spécial conçu pour les chiens malvoyants, avec un anneau qui s'étendait au-dessus de la tête de Shadow lui permettant de guider le berger allemand loin des obstacles avant une collision. Leur rythme était plus lent qu'avant, plus délibéré, mais il y avait de la joie dans ces voyages néanmoins. Le nez de Shadow se tressaillant d'intérêt aux odeurs du quartier, ses oreilles dressées au son des enfants jouant ou des oiseaux chantant. C'est lors d'une de ces promenades qu'ils rencontrèrent Lily Peterson pour la première fois depuis l'hôpital. Elle était au parc avec ses parents, son fauteuil roulant placé à l'ombre d'un grand chêne. Au moment où elle les aperçut, son visage s'illumina. « Shadow » appela-t-elle, saluant avec enthousiasme. Jacques hésita, observant la réaction de Shadow. La tête du berger allemand se tourna vers le bruit, les oreilles dressées, témoignant d'intérêt plutôt que de peur. Encouragé, Jacques les guida vers la famille. « Bonjour Lily », la salua-t-il. Shadow et moi profitions simplement du soleil. « Puis-je le caresser ?» demanda Lily, son excitation tempérée par une prudence appropriée. « Voyons d'abord s'il est à l'aise », répondit Jacques, guidant Shadow plus près. À la surprise générale, Shadow s'approcha du fauteuil roulant de Lily sans hésitation, posant sa tête doucement sur ses genoux comme s'ils étaient de vieux amis. Le lien tissé lors de ses visites à la fourrière, mystérieux mais indéniable, persistait. James Peterson observa l'interaction avec des yeux pensifs. « Nous avons entendu dire qu'il allait mieux, dit-il. La collecte de fonds communautaires a été un succès. » Jacques hocha la tête, continuant d'observer Shadow et Lily ensemble. Tout ce soutien a été bouleversant. Il a l'air heureux, observa Karen Peterson. Comme s'il était à sa place.
Ce commentaire aurait pu autrefois ressembler à une concession, une reconnaissance que Shadow appartenait à Jack plutôt qu'à leur famille, mais aujourd'hui, il sonnait simplement comme une vérité, exprimée avec grâce. Nous nous adaptons ensemble, dit Jack. Jour après jour. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur promenade, Lily posa la question qui allait tout changer, Shadow pourrait-il me rendre visite parfois? Pas pour le garder, juste pour une visite? Jack considéra la demande sincère, observant Shadow répondre au toucher délicat de la jeune fille. Je pense qu'il aimerait ça, dit-il finalement. Ce simple échange déclencha ce qui allait devenir le chapitre le plus inattendu du voyage de Jack et Shadow ensemble. Ce qui commença par des visites occasionnelles chez les Peterson évolua en rendez-vous réguliers au centre de rééducation où Lily suivait une thérapie physique. Shadow, malgré ses propres difficultés, fit preuve d'une capacité étrange à percevoir la détresse des enfants, se dirigeant vers ceux qui éprouvaient de la douleur ou de la peur. Reese, qui continuait de surveiller l'état de Shadow, ne fut pas surpris par cette évolution. Les animaux ayant vécu des traumatismes montrent souvent une empathie accrue, expliqua-t-il lors d'un contrôle en août. Surtout les races intelligentes comme les bergers allemands. La perte de vision de Shadow pourrait en fait améliorer ses autres sens, le rendant plus sensible aux changements subtils dans les émotions humaines. En septembre, Shadow était devenu une présence familière et bienvenue à l'unité de rééducation pédiatrique du County General. Le programme de chiens thérapeutiques de l'hôpital avait initialement hésité à inclure un chien avec les problèmes de santé de Shadow, mais son talent naturel était indéniable. Jack travailla avec un dresseur certifié pour développer les capacités innées de Shadow, apprenant à soutenir la nouvelle vocation de son chien sans surmener sa force. Pour Jack, ses visites à l'hôpital apportèrent une guérison inattendue. Voir Shadow se connecter avec des enfants confrontés à leur propre combat contre la maladie et le handicap lui rappela la compassion de Margaret, son insistance à aider les autres comme le meilleur moyen de surmonter le deuil. Dans les interactions douces de Shadow avec ses enfants, Jack entrevit non seulement la résilience du chien, mais aussi l'influence durable de Margaret sur eux deux. Sarah les accompagnait souvent lors de ses visites, son expérience vétérinaire rassurant le personnel de l'hôpital. Sa relation avec Jack avait évolué du professionnel au personnel, une amitié construite sur un but commun et un respect mutuel. Tous deux avaient été façonnés par la perte, Jack par la mort de Margaret, Sarah par une enfance passée dans le système de placement familial. C'est peut-être pourquoi ils comprenaient les limites prudentes de l'autre, le rythme mesuré de la reconstruction de la confiance. Un après-midi d'octobre frais, presque exactement un an après la disparition de Shadow, Jack était assis sur son perron, observant les feuilles d'automne danser sur la pelouse. Shadow dormait à côté de son fauteuil, ses poils gris grisonnants maintenant son museau, mais sa respiration régulière et apaisée. Sarah arriva avec du café et les brioches à la cannelle maisonnée qui était devenue une tradition du samedi. Journée spéciale, remarqua-t-elle en s'installant sur le fauteuil voisin. Jack hocha la tête, acceptant le café avec gratitude. Un an depuis que tout a changé. Ils s'assirent en silence complice, observant un écureuil traverser la cour. La même tentation qui avait autrefois égaré Shadow. Le berger allemand ouvrit un œil pour suivre le mouvement, mais ne fit aucune tentative pour le suivre. Que cette retenue vienne de la sagesse de l'âge ou simplement de la connaissance que la maison était maintenant plus attrayante que toute aventure, Jack ne pouvait le dire. Il en était simplement reconnaissant. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé autrement ?» demanda soudainement Sarah. « Si Robert n'avait pas pris Shadow ce jour-là, si vous l'aviez retrouvé plus tôt ?» Jack réfléchit, sa main caressant distraitement la tête de Shadow. « Parfois, mais ensuite je pense à Lily, aux enfants de l'hôpital, à toi. » Il la regarda, un sourire ridant les coins de ses yeux. « Peut-être que c'était là où nous allions depuis le début, juste par un itinéraire que nous n'aurions pas pu imaginer. » La main de Sarah trouva la sienne, un geste de compréhension plutôt que de romantisme, bien que cela puisse devenir les deux avec le temps. Aucun des deux n'était pressé de définir ce qui grandissait entre eux. Comme Shadow apprenant à naviguer avec une vue diminuée, il découvrait que parfois, le chemin le plus lent était le meilleur. Alors que l'après-midi s'adoucissait vers le soir, Robert Davis apparut au bord de la propriété, hésitant à la frontière qui avait autrefois séparé les voisins et symbolisait maintenant quelque chose de plus complexe. Dans ses mains, un petit sac cadeau. « J'ai entendu, c'est une sorte d'anniversaire, dit-il, les mots soigneusement choisis. J'ai pensé, eh bien, j'ai apporté quelque chose pour Shadow. » Jack étudia l'homme qui avait autrefois été l'architecte de leur séparation et faisait maintenant partie improbable de leur histoire de retrouvailles.
La colère qui avait autrefois brûlé si fort s'était refroidie en quelque chose de plus proche d'une acceptation lasse. Montez, dit-il finalement. Il passe une bonne journée. Alors que Davis s'approchait, Shadow leva la tête, son nez travaillant pour identifier le visiteur. Il n'y avait aucune peur dans sa posture, aucun signe qu'il associait ce parfum à un traumatisme ou à une perte. Les chiens vivaient plus pleinement dans le présent que les humains ne le pouvaient jamais. Peut-être leur plus grand don et leur leçon la plus profonde. Remarquable vieux bonhomme, dit Davis, s'agenouillant lentement pour offrir à Shadow la friandise qu'il avait apportée. Après tout, il a encore de la place pour le pardon. Jack observa son chien accepter l'offrande de paix avec une douce dignité. Il est un meilleur homme que moi, dit-il, mais le tranchant était sorti des mots. Dans la cour voisine, le rire des enfants flottait par-dessus la clôture. Les Peterson organisaient la fête d'anniversaire de Lily, à laquelle Jack, Sarah et Shadow étaient invités. Plus tard, la vie continua son mouvement en avant, tissant de nouveaux motifs à partir de fils à la fois brisés et entiers. Shadow se leva de sa place près du fauteuil de Jack, s'étirant délibérément avant de se placer près de la porte, non pas avec l'énergie agitée de la fuite, mais avec l'attente patiente d'un chien qui savait exactement où il appartenait et choisissait chaque jour d'y rester. Le voyage de Shadow et Jack nous rappelle que les seconds actes de la vie arrivent souvent de manière inattendue lorsque nous avons presque abandonné l'espoir. Comme beaucoup d'entre vous qui ont surmonté de profondes pertes de conjoints, de santé ou de but, Jack se retrouva à la dérive, s'accrochant aux souvenirs tandis que la vie continuait sans lui. La disparition de Shadow ne consistait pas seulement à perdre un animal de compagnie. C'était perdre son dernier lien avec Margaret, avec la personne qu'il était autrefois. Combien d'entre nous reconnaissent ce sentiment d'être laissés pour compte par l'élan de la vie? Pourtant, leur histoire offre une vérité puissante, la guérison ressemble rarement à ce que nous imaginons. Parfois, le chemin à suivre exige de lâcher prise sur ce que les choses étaient supposées être et d'embrasser ce qu'elles peuvent devenir à la place. Le nouveau but de Shadow aider les enfants, l'amitié inattendue de Jack avec Sarah, même le pardon hésitant offert à Robert, ce ne sont pas des remplacements pour ce qui a été perdu, mais une nouvelle croissance d'un sol qui semblait stérile. Alors que nous naviguons dans nos propres transitions difficiles, la retraite, les problèmes de santé, la redéfinition de notre but, l'histoire de Shadow nous rappelle que nos chapitres les plus significatifs peuvent encore être à venir, non pas malgré nos cicatrices et nos limitations, mais grâce à la façon dont elles ont approfondi notre capacité d'empathie, de résilience et de joie inattendue. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À bientôt pour la prochaine.